Noël à Sokoto. Des missiles ont déchiré le silence. Au-dessus des prières de Mikir de minuit, des drones tournaient depuis des semaines. Puis, avant 23h45, le 25 décembre 2025, 3 frappes américaines ont visé un complexe et des infrastructures, tandis qu'à Abuja, plusieurs responsables affirmaient que le président Bola Ahmed Tinubu n'avait pas été informé. Et si ce choc annonçait pour Ibrahim Traoré un précédent? L'Afrique a refusé de l'ignorer. Cette histoire promet une chose précise: comprendre pourquoi une opération militaire présentée comme ciblée a déclenché une onde politique bien plus large que son rayon d'explosion. En suivant les faits, issus uniquement du contenu source, l'enjeu devient clair. Il ne s'agit pas seulement de sécurité antiterroriste, mais de la définition pratique de la souveraineté africaine lorsqu'un partenaire stratégique agit sans coordination complète. Ce cadre permet de mesurer ce que chaque acteur risquait réellement. Pour le Nigeria, l'autorité sur son espace aérien; pour les États-Unis, la crédibilité du partenariat; pour l'Union africaine, la cohérence de ses principes; pour le Sahel, la confirmation d'une inquiétude ancienne. L'objectif n'est pas de juger, mais de suivre la chaîne cause-effet qui transforme une nuit de Noël en test géopolitique. Car derrière les communiqués prudents et les mots calibrés, une question persiste. Jusqu'où peut aller la coopération sécuritaire avant de devenir une contrainte politique durable pour les États africains concernés? En moins de 10 minutes, 3 frappes ont frappé la périphérie de Sokoto, touchant un complexe, un hub logistique et une tour de communication, alors que les autorités civiles nigérianes affirmaient ne pas avoir donné de feu vert explicite. Ce chiffre, limité mais précis, suffit à déplacer le regard. L'événement n'est pas une rumeur ni un incident isolé, mais une opération structurée dont le calendrier et les cibles étaient arrêtés à l'avance. Le contexte éclaire pourquoi cette nuit de Noël a produit un tel choc. Sokoto n'est pas seulement une ville du nord-ouest nigérian, c'est un symbole religieux et historique habitué à la peur des groupes armés, mais aussi à des rituels communautaires profondément ancrés. Depuis des semaines, selon le contenu source, des signaux inhabituels avaient été relevés: changement de fréquence radio, trajectoire de drones plus longue, silence soudain sur certaines bases liées à des forces étrangères. Ces indices, pris séparément, pouvaient sembler techniques. Mis bout à bout, ils dessinaient une montée en tension ignorée ou minimisée. Lorsque les frappes sont survenues, la surprise ne venait pas seulement de leur violence, mais de leur origine. Pour la première fois depuis des décennies dans cette zone, la menace immédiate n'était ni l'État islamique, ni un groupe armé local, mais une puissance extérieure agissant au nom de la lutte antiterroriste. La déclaration publiée peu après par le commandement américain évoquait une coordination, tandis que côté nigérian, plusieurs responsables parlaient d'un déficit d'information au plus haut niveau politique. Ce décalage de version a immédiatement transformé une action militaire en crise de confiance. C'est ici que la réaction régionale commence à prendre sens. Du Burkina Faso au sein de l'Union africaine, des dirigeants ont interprété l'épisode comme un signal plus large. Ibrahim Traoré, observant attentivement la situation, n'y voyait pas seulement le Nigeria mis à l'épreuve, mais la question implicite posée à tout le continent. La souveraineté reste-t-elle pleine et entière lorsque l'urgence sécuritaire est invoquée de l'extérieur? À partir de ce moment, le récit change d'échelle. L'opération de Sokoto cesse d'être un fait local pour devenir un point de bascule, où données militaires, symboles politiques et mémoire historique s'entrecroisent, préparant le terrain aux réactions qui vont suivre. Dans les heures qui ont suivi les frappes, ce ne sont pas seulement les radars et les ministères qui se sont activés, mais aussi des figures politiques devenues des points de référence pour comprendre la portée de l'événement. Au Nigeria, le président Bola Ahmed Tinubu a choisi une posture de retenue calculée, parlant d'unité nationale et de contrôle plutôt que de colère immédiate. Ce ton, relevé dans le contenu source, visait à empêcher que la peur ne fragmente une société déjà marquée par des tensions religieuses et régionales. Sur le terrain, les effets étaient plus concrets. Des habitants déplacés, des hôpitaux locaux débordés par des blessés souffrant de fractures ou de traumatismes liés aux explosions, et des infrastructures civiles rendues silencieuses par la destruction d'une tour de communication.
Une école située à moins d'1 kilomètre d'une zone touchée n'était vide que grâce aux vacances de Noël, détail qui a marqué durablement les esprits. Ces éléments ont donné un visage humain à ce qui aurait pu rester une abstraction stratégique. C'est dans ce contexte que certains leaders sahéliens ont commencé à servir d'acteurs guides du récit continental. Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré a observé la séquence comme une confirmation d'un risque déjà identifié, celui de voir des décisions militaires majeures prises sans consentement explicite des États concernés. Son intérêt n'était pas seulement rhétorique. Il reflétait une lecture partagée par d'autres capitales africaines, selon laquelle l'incident de Sokoto révélait une vulnérabilité structurelle plus large. Ainsi, dès cette phase précoce, l'impact ne se mesurait pas uniquement en dégâts matériels, mais en glissement de perception. La question n'était plus « que s'est-il passé ?», mais « que cela annonce-t-il pour demain ?» Le déclenchement commence bien avant l'explosion elle-même. Selon le contenu source, dans les semaines précédant Noël, des signaux faibles s'accumulent. Trajectoire de de drones modifiées, fréquences radio inhabituelles, coupures soudaines sur certaines installations liées à des forces étrangères opérant dans la région sahélienne. À Abuja, ces alertes circulent sous forme de mémos internes sans provoquer de réponse visible ni de clarification officielle. Le ciel de Sokoto, sans bruit apparent, devient progressivement un espace observé, préparé, presque déconnecté de son contrôle politique normal. Le climax survient brutalement dans la nuit du 25 décembre. Peu avant 23h45, une première frappe touche un complexe isolé présenté comme lié à des affiliés de l'État islamique. L'explosion est visible à plusieurs kilomètres. Des témoins décrivent des vitres brisées avant même d'entendre le bruit. Quelques minutes plus tard, une deuxième frappe vise un hub logistique supposé abriter carburant et armes. La troisième, en moins de 10 minutes, détruit une tour de communication, plongeant des villages entiers dans le silence. En une séquence courte, méthodique, l'opération transforme une nuit religieuse en scène de panique collective. L'immédiat après-frappe constitue la première réplique politique. Par minuit passé, le commandement américain pour l'Afrique publie une déclaration concise affirmant que la mission a été coordonnée avec les autorités nigérianes. Presque simultanément, au sein de l'appareil d'État nigérian, une autre version s'impose. Le président Bola Ahmed Tinubu, son conseiller à la sécurité nationale et plusieurs responsables civils n'auraient pas été informés en amont. Ce décalage crée un vide narratif rapidement rempli par l'indignation, les interrogations et une couverture médiatique internationale intense. Les répliques s'élargissent ensuite à l'échelle nationale. À Sokoto, plus d'une centaine de personnes sont déplacées. Des blessés sont pris en charge pour fractures, traumatismes ou crise cardiaque liées à la peur. Militairement, l'absence de réaction aérienne nigériane est perçue comme une suppression d'agence plutôt qu'un simple défaut de communication. Politiquement, le silence n'est plus une option. Tinubu choisit une réponse mesurée mais ferme, rappelant que nul ne peut frapper le sol nigérian sans consentement explicite. Enfin, les répliques régionales donnent à la séquence sa portée durable. Au-delà du Nigeria, des capitales africaines commencent à relire l'événement comme un test. Ibrahim Traoré, au Burkina Faso, y voit le signe que ce qui s'est produit à Sokoto pourrait se reproduire ailleurs si aucun signal collectif n'est envoyé. À ce stade, la ligne des événements ne décrit plus seulement une opération militaire, mais une chaîne complète où préparation discrète, action brutale et réaction politique s'enchaînent pour redessiner les rapports de force. Le premier repère chiffré tient dans la durée de l'opération elle-même. D'après le contenu source, moins de 10 minutes séparent la première frappe de la troisième. Un laps de temps extrêmement court qui indique une planification intégrée et une exécution sans phase d'évaluation intermédiaire. En termes opérationnels, cela signifie que les cibles, les trajectoires et la séquence avaient été validées à l'avance, sans ajustement en temps réel fondé sur une coordination locale visible. La différence entre une frappe isolée et une séquence de 3 frappes réside précisément dans cette compression temporelle. Le deuxième indicateur, quantifiable, concerne les effets humains immédiats. Plus de 100 personnes ont été déplacées à Sokoto et dans ses environs directs selon les témoignages rapportés. Ce chiffre
peut paraître limité à l'échelle d'un pays de plus de 200 millions d'habitants, mais il prend un autre sens lorsqu'on le replace dans le contexte d'une nuit religieuse et d'une zone urbaine dense. Le déplacement forcé n'est pas seulement une conséquence matérielle, il révèle un impact psychologique qui s'étend bien au-delà des personnes comptabilisées, affectant des familles entières et des communautés voisines. Un troisième élément mesurable apparaît dans la proximité des infrastructures civiles. Une école située à environ 800 mètres de l'une des zones de frappe était vide uniquement en raison des vacances de Noël. Cette distance, relativement courte, souligne l'écart entre une opération qualifiée de précision et la marge de risque réelle pour des populations non combattantes. Ici, le chiffre ne sert pas à dramatiser, mais à illustrer une frontière ténue entre cibles militaires et espace civil, frontière rendue encore plus sensible par l'absence de communication préalable avec les autorités politiques locales. Ces données limitées mais concrètes permettent d'appliquer un cadre de lecture. On passe d'un état initial vers un nouvel écart. L'état initial, dans le nord du Nigeria, était celui d'une menace terroriste endogène, persistante mais connue, traitée dans le cadre d'une coopération sécuritaire classique. L'écart introduit par les frappes de Noël est double. Une intervention extérieure unilatérale et un calendrier symboliquement chargé. Le passage de l'une à l'autre modifie la perception du risque. La peur ne vient plus seulement de groupes armés cachés dans la brousse, mais de décisions prises à distance, hors du champ de contrôle national. Cette lecture chiffrée éclaire aussi les réactions politiques. Lorsque le président Bola Ahmed Tinubu affirme que nul ne peut frapper le sol nigérian sans consentement, il ne répond pas seulement à une atteinte abstraite à la souveraineté. Il répond à un écart mesurable entre ce que le partenariat sécuritaire était censé garantir et ce qui s'est effectivement produit. C'est précisément cet écart qui alimente les débats au sein de l'Union africaine et dans les capitales sahéliennes. Pour des dirigeants comme Ibrahim Traoré, ces chiffres, même peu nombreux, suffisent à bâtir une lecture stratégique. 3 frappes, 10 minutes, une centaine de déplacés, moins d'1 kilomètre d'une école. Mis bout à bout, ils dessinent un précédent opérationnel. L'enjeu n'est pas leur ampleur brute, mais leur signification cumulative. Ils transforment un événement ponctuel en signal, indiquant que la coordination peut devenir optionnelle lorsque l'urgence est invoquée. C'est cette conclusion, plus que les explosions elles-mêmes, qui commence à structurer les réponses régionales. L'argument le plus solide avancé en faveur des frappes repose sur l'urgence sécuritaire. Selon cette lecture, la menace terroriste dans le nord du Nigeria justifierait une action rapide, même imparfaite sur le plan diplomatique. Les groupes affiliés à l'État islamique sont décrits comme mobiles, opportunistes et capables de profiter de chaque délai. Dans ce cadre, attendre une validation politique complète serait présenté comme un risque opérationnel, voire comme une mise en danger de civils à plus long terme. La rapidité et la précision revendiquées des frappes seraient alors vues comme un mal nécessaire, dictées par la réalité du terrain plutôt que par une volonté d'imposer une domination. Un second argument met en avant la logique du partenariat existant. Les États-Unis et le Nigeria coopèrent depuis des années dans la lutte contre le terrorisme avec des échanges de renseignements, des formations et des soutiens logistiques. Les défenseurs de cette position soutiennent que cette coopération crée un cadre implicite d'action conjointe, où certaines initiatives peuvent être prises pour répondre à des menaces imminentes. Dans cette perspective, les frappes de Sokoto ne seraient pas une rupture, mais une extension agressive d'une relation déjà établie, perçue comme mutuellement bénéfique face à un ennemi commun. La réponse à ces deux arguments s'appuie toutefois sur des éléments factuels issus du contenu source. Premièrement, l'urgence ne supprime pas la nécessité du consentement explicite lorsqu'il s'agit d'actions militaires sur le sol d'un État souverain. L'absence d'informations préalables au président Bola Ahmed Tinubu et à son conseiller à la sécurité nationale indique une rupture de procédure, non une simple accélération. Deuxièmement, un partenariat, aussi ancien soit-il, ne constitue pas une autorisation permanente. Le cœur du problème n'est pas l'objectif déclaré de lutte antiterroriste, mais la méthode employée et le précédent
qu'elle crée. C'est précisément ce précédent qui inquiète au-delà du Nigeria. Si une coopération permet d'agir unilatéralement en invoquant l'urgence, alors la frontière entre assistance et contrainte devient floue. Pour Ibrahim Traoré et d'autres dirigeants sahéliens, cette ambiguïté est plus dangereuse que la menace immédiate qu'elle prétend combattre. Elle ouvre la voie à des décisions extérieures répétées, difficiles à contester une fois normalisées. Ainsi, le débat ne porte pas sur la légitimité de combattre le terrorisme, mais sur les règles qui encadrent ce combat et sur la capacité des États africains à les faire respecter. À ce point du récit, l'événement de Sokoto change de nature. Il ne s'agit plus seulement d'une frappe contestée, mais d'un moment charnière où plusieurs dynamiques convergent. La réaction nigériane, mesurée mais ferme, a servi de catalyseur à une prise de parole continentale longtemps latente. Derrière des portes closes, au sein de l'Union africaine, des consultations discrètes se sont accélérées, transformant l'embarras diplomatique en préoccupation structurelle. Le langage utilisé a évolué, passant de la coopération sécuritaire à la notion explicite de précédent dangereux. Ce basculement est renforcé par la synchronisation des réactions. Tandis qu'Abuja affirmait son autorité sur l'espace aérien, des capitales sahéliennes et d'Afrique australe observaient les implications pour leurs propres arrangements sécuritaires. Le message implicite était clair. Si une telle action est possible au Nigeria, elle pourrait l'être ailleurs. Dans cette lecture, Sokoto devient un miroir, reflétant une vulnérabilité partagée plutôt qu'un cas exceptionnel. C'est ici que la voix de Ibrahim Traoré prend une portée particulière. En qualifiant l'épisode de signal, il relie l'expérience nigériane à une histoire plus longue de relations asymétriques, où l'urgence invoquée par des puissances extérieures a souvent redéfini les règles sans consultation réelle. Son intervention ne crée pas la rupture, elle la nomme. Elle donne des mots à une intuition déjà présente chez de nombreux dirigeants africains. Le cadre existant n'est plus suffisant. Ainsi, le milieu du récit révèle une chose essentielle. Ce qui s'est joué à Sokoto n'a pas seulement testé la souveraineté d'un État, mais a déclenché une relecture collective des règles du jeu sécuritaire en Afrique, préparant le terrain aux conséquences concrètes qui vont suivre. Pour l'État nigérian, la première conséquence est institutionnelle. La réponse de la présidence, rappelant que nul ne peut frapper le sol national sans consentement explicite, a redéfini publiquement les lignes rouges de la coopération sécuritaire. Ce positionnement a renforcé l'autorité civile face aux partenaires étrangers, mais il a aussi mis en lumière des failles internes, chaînes de communication incomplètes, protocoles aériens insuffisamment étanches et dépendance persistante à des capacités extérieures. À court terme, l'État a gagné en clarté politique. À moyen terme, il se retrouve confronté à la nécessité de réviser des accords et des procédures longtemps considérées comme acquis. Pour les entreprises et les acteurs économiques locaux, l'impact est plus indirect mais réel. L'épisode de Sokoto a ravivé des perceptions de risque, en particulier dans les régions déjà fragilisées par l'insécurité. Les perturbations temporaires des communications, la visibilité médiatique internationale et la crainte d'actions similaires ont alimenté une prudence accrue. Investissements retardés, déplacements professionnels reportés et assurances réévaluées traduisent un climat d'incertitude qui ne dépend pas du nombre de frappes, mais de leur signification politique. Ici, la conséquence ne se mesure pas en dégâts matériels immédiats, mais en confiance économique érodée. Pour les citoyens, les effets sont à la fois psychologiques et symboliques. À Sokoto, les déplacements forcés et les blessures ont laissé des traces durables dans des communautés habituées à vivre sous la menace de groupes armés, mais pas sous celle d'interventions étrangères soudaines. Le choc tient autant à la peur qu'à la remise en question d'une attente implicite, celle que l'État contrôle son ciel. À l'échelle nationale, le débat public s'est intensifié dans les églises, les mosquées, les écoles et les transports, révélant une société attentive à l'équilibre entre sécurité et dignité collective. À l'échelle régionale, la conséquence la plus marquante est la convergence des discours. Des capitales sahéliennes à l'Afrique australe, l'incident a été interprété comme un précédent. Les déclarations de l'Union africaine, évoquant un danger dans les actions unilatérales sans consentement formel, ont donné un cadre commun à des inquiétudes jusque-là dispersées.
Dans ce contexte, Ibrahim Traoré apparaît comme l'un des relais les plus explicites de cette lecture. Pour lui, ce qui est arrivé au Nigeria concerne l'ensemble du continent, car il teste la solidité des principes de souveraineté face à l'urgence invoquée de l'extérieur. Enfin, pour les partenaires internationaux eux-mêmes, l'épisode a produit un effet miroir. L'absence d'excuses formelles et la justification par la nécessité stratégique ont suscité des interrogations jusque chez des alliés traditionnels, notamment en Europe. La coopération antiterroriste reste jugée nécessaire, mais son cadre est désormais discuté avec plus de réserve. La conséquence globale n'est donc pas une rupture immédiate, mais un rééquilibrage progressif où chaque acteur réévalue ses marges de manœuvre. Ainsi, l'événement de Sokoto a généré des effets distincts selon les groupes concernés, mais tous convergent vers un même point. La sécurité ne peut plus être dissociée de la question du consentement. C'est cette prise de conscience partagée qui donne à l'épisode sa portée durable, bien au-delà des explosions de la nuit de Noël. Dans la trajectoire la plus probable à court terme, l'épisode de Sokoto conduit à une normalisation prudente. Le Nigeria renforce ses protocoles de coordination aérienne et exige des clarifications écrites dans ses accords sécuritaires, tandis que les partenaires étrangers ajustent leur communication sans modifier en profondeur leur doctrine. La coopération antiterroriste se poursuit, mais dans un climat plus méfiant. Les consultations à l'Union africaine restent actives, sans déboucher immédiatement sur des mécanismes contraignants. La souveraineté est réaffirmée dans le discours, mais testée dans la pratique, au gré de crises ponctuelles. Dans la trajectoire la plus favorable, l'incident devient un catalyseur de réforme. Les États africains, s'appuyant sur la réaction nigériane, s'accordent sur des règles communes plus strictes concernant le survol, le partage de renseignements et l'autorisation politique préalable. Des cadres régionaux gagnent en légitimité, réduisant la dépendance à des décisions unilatérales extérieures. La lutte contre le terrorisme reste centrale, mais elle est intégrée à des mécanismes où le consentement n'est plus implicite. Dans cette trajectoire, la coopération évolue vers un partenariat plus équilibré, limitant les zones grises qui ont rendu Sokoto possible. Dans la trajectoire la plus défavorable, tout repose sur l'inverse. L'absence de conséquences concrètes encourage la répétition d'actions similaires ailleurs et sous d'autres justifications. Chaque nouvel incident affaiblit un peu plus la confiance entre États africains et partenaires extérieurs, tout en accentuant les divisions internes. Les gouvernements se retrouvent pris entre la pression sécuritaire et la contestation populaire, avec un risque d'escalade diplomatique ou de réaction improvisée. Dans ce cas, Sokoto ne serait pas un tournant, mais le premier jalon d'une série. Face à ces trajectoires, une recommandation de fond s'impose, déplacer le débat de la réaction vers l'anticipation. La question n'est pas seulement de répondre après coup, mais de définir à l'avance ce qui est acceptable, par qui et selon quelle procédure. C'est dans cet espace, encore ouvert, que se joue la portée réelle de l'événement à moyen terme. Pour une partie du public africain, l'épisode de Sokoto a agi comme un révélateur plus que comme une surprise. Dans de nombreuses villes, des discussions ont émergé dans les universités, les lieux de culte et les espaces de transport, non pas autour des détails techniques des frappes, mais autour de la question du respect. L'idée que des décisions militaires puissent être prises sans information préalable des autorités civiles a touché une corde sensible, liée à une mémoire historique de relations asymétriques. Ce ressenti ne se traduit pas nécessairement par un rejet de la coopération sécuritaire, mais par une exigence accrue de transparence et de dignité institutionnelle. Pour d'autres segments de la population, notamment les jeunes et les acteurs de la société civile, l'événement a pris une dimension narrative. Des slogans, des affiches et des messages en ligne ont condensé le débat en formules simples, opposant l'idée d'un continent passif à celle d'un continent acteur de ses choix. Cette appropriation symbolique montre que la souveraineté n'est pas perçue uniquement comme une notion juridique, mais comme une expérience quotidienne, liée à la capacité d'un État à protéger sans déléguer entièrement son autorité. A l'inverse, certains citoyens expriment une inquiétude
plus pragmatique. Il redoute que des tensions diplomatiques ouvertes fragilisent davantage la lutte contre les groupes armés, déjà coûteuses en vies humaines. Pour eux, la priorité reste la sécurité immédiate, même si elle implique des compromis inconfortables. Cette divergence de perception illustre une fracture classique, celle entre la recherche de stabilité à court terme et la défense de principes à long terme. Dans ce contexte, de petites actions émergent comme des points de convergence possibles. Demander des explications publiques claires, soutenir des débats parlementaires sur les accords de sécurité ou encourager une information citoyenne mieux structurée sont perçus comme des moyens d'agir sans escalade. Ces gestes, modestes mais cumulables, traduisent une volonté de participation plutôt qu'une simple indignation. Ainsi, au-delà des chancelleries et des communiqués officiels, l'impact le plus durable de Sokoto pourrait résider dans cette prise de parole diffuse. Elle relie des expériences individuelles à une question collective, rappelant que la souveraineté n'est pas seulement négociée entre États, mais aussi ressentie et défendue par les sociétés elles-mêmes. À la suite de l'épisode de Sokoto, une feuille de route crédible s'articule autour de quelques étapes claires, évoquées ou suggérées dans le contenu source. La première consiste à clarifier les cadres existants. Cela implique des audits conjoints des accords sécuritaires bilatéraux afin d'identifier précisément qui autorise quoi, par quels canaux et à quel moment. L'objectif n'est pas de rompre la coopération, mais d'éliminer les zones grises qui permettent des interprétations divergentes lorsque l'urgence est invoquée. La deuxième étape relève du renforcement institutionnel interne. Pour le Nigeria, comme pour d'autres États africains, cela passe par des protocoles aériens plus étanches, des chaînes de commandement clairement hiérarchisées et des mécanismes d'alerte politique qui ne puissent être contournés. Mesurer l'efficacité de ces dispositifs ne se ferait pas seulement par des indicateurs techniques, mais par leur capacité à empêcher toute action sans validation civile explicite. Troisièmement, une coordination régionale plus structurée apparaît comme un levier central. Les consultations accélérées au sein de l'Union africaine et entre pays sahéliens suggèrent la possibilité de normes communes sur le survol, le partage de renseignements et la réponse aux violations de souveraineté. Dans cette perspective, les appels de dirigeants comme Ibrahim Traoré à une vigilance collective ne visent pas l'affrontement, mais la construction de garde-fous partagés. La quatrième étape concerne la dimension diplomatique externe. Exiger des explications formelles, documenter les procédures et inscrire ces exigences dans des échanges multilatéraux permet de transformer un incident en précédent négocié, plutôt qu'en habitude tolérée. Le succès de cette démarche se mesurerait moins à des déclarations publiques qu'à des ajustements concrets dans les pratiques futures. Enfin, une cinquième étape touche à la communication publique. Informer les citoyens des règles, des limites et des responsabilités en matière de sécurité renforce la légitimité des décisions et réduit l'espace des rumeurs. Ensemble, ces actions dessinent une trajectoire pragmatique, maintenir la lutte contre le terrorisme tout en réaffirmant, étape par étape, que le consentement reste la condition non négociable de toute intervention. Lorsque l'on revient aux images de Sokoto, ce ne sont pas seulement les explosions qui restent en mémoire, mais les détails plus discrets. Une école vide par hasard, des maisons plongées dans le silence après la chute d'une tour de communication, et des familles réveillées par une peur venue du ciel. Ces éléments, évoqués plus tôt, servent de fil conducteur émotionnel. Ils rappellent que derrière chaque débat stratégique se trouvent des vies ordinaires, prises dans des décisions qui les dépassent. Ce rappel donne tout son sens au glissement narratif observé depuis Noël. Ce qui avait commencé comme une opération présentée comme technique est devenu un moment de clarification collective. Les réactions du président nigérian, celles de l'Union africaine et les prises de position de figures sahéliennes ont convergé vers une idée simple. La sécurité ne peut être durable si elle érode la dignité politique. Dans ce cœur, la voix de Ibrahim Traoré n'est ni isolée ni exceptionnelle. Elle fait écho à une sensibilité partagée, nourrie par l'histoire et par l'expérience récente. Le message central qui émerge n'est pas un appel à la confrontation, mais à la cohérence. La coopération reste possible, parfois nécessaire, mais elle exige des règles claires et respectées.
C'est cette exigence, plus que la colère ou la peur, qui traverse les discours et les réactions populaires. Une phrase résume ce moment. La souveraineté n'est pas implicite, elle se pratique. Elle se manifeste dans la capacité à dire non, à demander des comptes et à transformer un choc en point d'appui pour l'avenir. Sokoto, à ce titre, n'est pas seulement un lieu, mais un rappel durable. À l'issue de ce parcours, une question demeure ouverte, non comme une provocation, mais comme une invitation collective. L'épisode de Sokoto montre comment un événement local peut résonner à l'échelle d'un continent, dès lors qu'il touche à des principes partagés. La souveraineté, longtemps discutée dans des textes juridiques ou des sommets diplomatiques, s'est matérialisée ici dans des choix concrets, observés et commentés par des millions de personnes. Ce moment n'appartient pas uniquement aux dirigeants, il concerne les citoyens, les institutions, les partenaires extérieurs et les générations à venir, toutes confrontées au même dilemme: comment concilier sécurité immédiate et respect durable des règles communes. Les réactions africaines, du Nigeria au Sahel, montrent qu'un débat plus mature est en train d'émerger, où le consentement n'est plus un détail, mais un préalable. Plutôt que de clore le récit par une certitude, il est plus juste de le laisser ouvert. Que devrait signifier concrètement un partenariat équilibré lorsque les intérêts sécuritaires sont en jeu? Et comment les sociétés africaines peuvent-elles peser davantage sur les cadres qui engagent en leur avenir? Ces questions, désormais posées publiquement, sont peut-être le véritable héritage de cette nuit de Noël.